Je suis Francis Duruflé, donc je suis vice-président de la Fédération professionnelle du drone civil. Je suis très heureux de vous accueillir tous, nombreux, sur ce webinaire ce soir. Donc, webinaire qui a comme thématique la transition réglementaire dans la formation. Alors, pour certains, ce n'est pas la première fois que vous assistez à un webinaire de la Fédération. On a effectivement commencé début 2022 un certain nombre de webinaires où on essaie de tenir un rythme de 1 par mois avec à chaque fois des thématiques différentes. Donc, on avait commencé au début de l'année avec un webinaire avec beaucoup de retours d'expérience sur l'agriculture, le drone dans l'agriculture, avec les expérimentations de pulvérisation. On avait eu aussi un point réglementaire très intéressant avec l'intervention de Nicolas Marcoux de la DESAC. C'était surtout sur le point de vue du régulateur sur la filière drone et tout ce qui était associé à la réglementation, à la certification. On avait la certification avec les constructeurs en avril. Et aujourd'hui, la formation. On aura un peu plus tard d'autres dans l'année, d'autres webinaires sur le métier de la sécurité, la problématique des drones malveillants et de la lutte anti-drone. Ça concerne un peu tout le monde parce que ça impacte quand même la filière, il faut le reconnaître. Et puis, on aura aussi ce qui concerne l'audiovisuel et en décembre, des éléments sur la sécurité des vols et la SORA. Voilà. Donc, on a eu, il me semble que j'ai oublié, mais on avait eu un point aussi sur la réglementation européenne et donc l'impact de cette réglementation qui va tous nous concerner, enfin tous les professionnels du drone en tout cas. Voilà. Donc, je vais maintenant alors, donner quelques règles donc, pour que tout fonctionne bien, mais j'ai l'impression que tout le monde a déjà respecté la règle, c'est de couper son micro. Sinon, on aura du mal à pouvoir s'entendre et ça va perturber la personne qui présente. On peut intervenir à n'importe quel moment. Il y a un bouton lever la main que vous avez en bas de l'écran. Vous pouvez poser des questions dans le chat, ça ne sera pas perdu. Tout est utilisé, soit tout de suite, soit plus tard, mais on répondra à chacune des questions. Donc, c'est intéressant de pouvoir les mettre dans le chat. Ensuite, comme l'a expliqué en fait Erwan, on enregistre ce webinaire. Et l'objectif, c'est de le mettre sur le site de la fédération pour que les personnes qui s'étaient inscrites ou qui n'ont pas pu venir, etc., puissent bénéficier de ces présentations. Voilà. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de passer la main à Erwan Savio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le délégué à la formation et qui est aujourd'hui l'animateur principal de ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'être présents. Et Erwan, je te passe la main. Ou le micro, plutôt. Merci beaucoup, Francis. Je me permets de compléter l'introduction en précisant que à cette occasion du webinaire, Fréquence Drone nous fait le plaisir de diffuser en direct et en reprendre en podcast par la suite ce webinaire. À ce titre, on souhaite remercier Franck Mur et Thierry Mort d'avoir proposé de diffuser ce webinaire en direct. Thierry Mort, d'ailleurs, qui fait partie de plusieurs groupes de travail au sein du CDC, qui est le Conseil des drones civils, et qui intervient également en tant que co-animateur dans le sous-groupe formation avec moi et Nicolas Questin. Présent également à ce webinaire, Thierry pourra librement intervenir sur les différentes thématiques évoquées. Et au nom de la fédération, on souhaite saluer et remercier les auditeurs de la web radio qui nous écoutent également. Sans plus attendre, on va passer sur la slide suivante qui va nous permettre de présenter les différents intervenants. Donc, il y a moi, Erwan Savio, qui, comme Francis l'indiquait, je suis délégué à la formation, délégué Nord-Est pour la Fédération professionnelle du drone civil, également co-animateur dans la formation MANEX au sein du CDC.
En tant qu'intervenant, il y aura aussi Philippe Bojadis, qui est délégué Europe à la Fédération professionnelle du droit civil, vice-président de GEDA, qui est la nouvelle fédération européenne qui a vocation à être une confédération. Il pourra nous en parler un tout petit peu afin de présenter cet effort européen de fédération. Il est également animateur transition réglementaire au sein du CDC et il intervient dans la formation Manex dans le CDC également. Et ensuite, on a Nicolas Questin qui est co-animateur dans la formation Manex CDC. Les thématiques du webinaire, c'est des scénarios standards nationaux OSTS européens. On va commencer d'abord avec l'évolution du Manex des exploitants et on va passer ensuite à l'évolution de la formation pratique des télépilotes. Dans un cadre organisationnel, ce que je propose, c'est que les différents intervenants présentent les différentes thématiques. Et à la fin de chaque présentation, s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat ou que les différents participants souhaitent poser de manière directe, il suffira de lever la main ou les inscrire dans le chat. On va essayer de les prendre et de les traiter en fonction de la pertinence. Sans plus attendre, j'arrête ma présentation et je cède la parole à Philippe Bojadis qui nous fera le plaisir de présenter sa thématique. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je partage. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Elle est présente. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler réglementation européenne et pour ce qui me concerne avec un zoom particulier sur le manuel d'exploitation, le MANEX. Alors, cette image que vous voyez, c'est la déferlante de cette réforme et de cette réglementation européenne. On s'efforce, nous, de prendre la vague, comme le surfeur que vous voyez là, et de s'adapter, puisque c'est une belle vague à prendre, puisqu'elle va nous permettre d'évoluer et d'aller travailler dans toute l'Europe avec une réglementation européenne au niveau de la sécurité aérienne harmonisée. Alors, on va revenir, je vais faire quelques petits rappels pour ceux qui n'auraient pas encore rédigé un Manex, et après, je vais plus me focaliser sur les évolutions du Manex, étant donné les évolutions de la réglementation européenne. Alors, si on parle Manex, je vais vous en parler juste après, mais le Manex est obligatoire lorsqu'on évolue en catégorie spécifique. Donc, vous voyez ici les différentes échéances de la transition, puisque en fait, on évolue progressivement de nos réglementations nationales vers la réglementation européenne. Donc, jusqu'à fin 2023, nous allons en France rester avec nos scénarios nationaux. Et à partir du 1er janvier 2024, nous aurons la possibilité, alors la possibilité pour les exploitants qui seront déjà exploitants au 1er janvier 2024, d'adopter ou pas les scénarios européens. Et pour ceux qui ne seraient pas exploitants à ce moment-là, donc les nouveaux exploitants en 2024, ils devront obligatoirement adopter les scénarios européens. Et à partir du 1er janvier 2026, tout le monde est dans le même bateau, celui de la réglementation européenne et des scénarios européens. Alors bien sûr, vous savez que cet agenda, il a été un petit peu décalé dans le temps et retardé parce qu'on n'avait pas toute la réglementation finalisée et les drones prêts pour la catégorie spécifique. On espère donc que là, on va rester sur ces dates-là. Alors, le MANEX, manuel d'exploitation, quels sont ses objectifs? Donc, petit rappel,
Les objectifs, il y en a 3 essentiels. Définir décrire vos modalités d'exploitation spécifiques. Alors, le mot spécifique est là est très important, puisque en fait, votre Manex, vous savez que vous avez à votre disposition un modèle. Ce modèle est un outil, on va dire, sur lequel s'appuyer. Mais chaque exploitant a une activité différente. Vous pouvez faire de la thermographie ou de l'inspection d'infrastructures. Donc, à chaque, avoir peut-être des drones qui ont un fonctionnement particulier. Donc, à chaque exploitation correspond des risques et des modalités d'exploitation différentes. C'est pour ça que le Manex doit refléter cette spécificité. Deuxième point, votre Manex doit vous permettre de garantir la sécurité des opérations et la conformité à la réglementation, qu'elle soit française ou européenne. C'est vrai que si vous respectez la réglementation, déjà c'est un grand pas en avant vers la sécurité, puisque la réglementation est là pour ça. Et le troisième utilité du Manex, c'est définir la responsabilité de chaque intervenant participant aux opérations. Donc maintenant qu'on a défini ces objectifs, quel est le cadre de l'obligation? Autrement dit, on répond à la question, dans quel cas est-il obligatoire d'avoir un Manex? Il est obligatoire d'avoir un Manex à partir du moment où on évolue en catégorie spécifique. Donc si certains qui nous écoutent travaillent actuellement en scénario nationaux S1, S2, S3, ils sont donc nécessairement, ils évoluent en catégorie spécifique et donc doivent avoir un Manex. Donc Manex, je rappelle, qui est l'ancien MAP. Comme je l'ai dit juste avant, ce Manex doit refléter votre activité spécifique avec les risques spécifiques. Donc vous allez devoir vous impliquer personnellement dans la rédaction, dans la mise à jour de votre Manex, mais vous pouvez aussi demander de l'aide pour le rédiger si vous ne l'avez pas encore fait, ou pour le faire évoluer, notamment, c'est le sujet d'aujourd'hui, pour le faire évoluer en fonction de la réglementation européenne. Donc, quel type d'aide vous pouvez trouver pour rédiger votre Manex? Actuellement, vous avez un Canva qui est disponible sur le site de la DGAC, donc, qui concerne la catégorie spécifique. Ce Canva, il a été retoiletté l'année dernière pour tenir compte de la réglementation européenne, mais on va dire juste toiletté. Et la DGAC a demandé au Conseil du drone civil de travailler, et c'était l'objet de la commission de travail, avec notamment Nicolas Kesten et Thierry Mort, et moi-même, donc sur la proposition d'un nouveau modèle de Manex. Donc ce nouveau modèle, on y travaille, on y a travaillé, il est quasiment terminé. Il est actuellement à la relecture de la DGAC et normalement devrait être mis à disposition sans doute au mois de septembre. Alors lorsqu'on a travaillé sur ce nouveau Canva, on a voulu dans ce Canva intégrer, on va dire, la forme, les différentes étapes, vous aider à le remplir très concrètement et précisément, mais également donner quelques explications. Et on s'est rapidement aperçu qu'on arrivait à un document un peu trop volumineux, donc on est allé vers l'idée de diviser ce document en deux. Donc vous aurez à votre disposition d'une part un Canva et par ailleurs un guide, donc une sorte de notice qui vous aidera à rédiger votre Manex. Rédiger ou mettre à jour, puisque l'objectif de ce nouveau modèle sera de l'adapter à la nouvelle réglementation européenne et surtout de se préparer au futur, au futur et assez proche scénario européen que vous pourrez adopter.
Dernière aide possible, c'est faire appel à un consultant. Donc là, si vous posez la question du coût, ben en fait, le coût d'un consultant pour faire évoluer un Manex ou le créer, il est très variable en fonction de la structure de votre activité, de sa complexité, des éléments de sécurité qu'elle peut comporter. Et je dirais, de toute façon, elle ne va pas vous exonérer d'une contribution personnelle, puisque, encore une fois, le Manex, j'insiste un peu, mais doit refléter votre activité. Alors maintenant, on va replacer le Manex dans le cadre européen pour voir un petit peu quelles sont les problématiques qui viennent s'ajouter, étant donné que cette réglementation européenne, je l'ai dit en introduction, va nous donner l'opportunité formidable de travailler avec les mêmes règles dans l'ensemble des pays européens. Et donc, parmi ces règles, votre Manex, vous pourrez l'utiliser de la même manière dans tous les pays européens. Donc, on se met dans une situation concrète. Vous avez une mission en Allemagne. Votre Manex décrit comment vous menez vos activités. Et éventuellement, vous allez avoir besoin, vous allez prendre votre Manex puisque vous devez l'avoir en mission. Vous allez peut-être avoir, si vous êtes en relation avec l'autorité locale, peut-être à communiquer ce document. Et donc, on va arriver rapidement sur des problématiques linguistiques. Donc, en fait, dans quelle langue rédiger votre Manex? Si, dans la mesure où vous avez l'intention, la stratégie de ne pas travailler qu'en France, est-ce que vous le rédigez en français, en anglais, voire dans toutes les langues européennes? Bon, là, c'est plus sur le ton de la plaisanterie, puisque ce ne serait pas trop viable, mais peut-être en français et en anglais, sachant que également, le Manex, si encore une fois vous travaillez à l'étranger, vous avez certaines modalités d'organisation. Dans certains cas, vous communiquez un extrait de votre Manex à vos collaborateurs. Et donc là aussi, il va se poser le problème de la langue, puisque si vous intervenez en Allemagne, si votre Manex est en français, il va être un peu compliqué à utiliser par les personnes. Donc, une idée pourrait être de le faire en français et en anglais. La problématique, si vous l'avez en deux versions, c'est que lorsque vous le mettrez à jour, vous serez obligé de mettre à jour chaque version, donc peut-être un petit peu compliqué. Et puis également, le Manex est éventuellement, en cas de difficulté, d'incident, le Manex est un élément qui peut entrer en ligne de compte. Donc, en cas de litige, le Manex, au niveau de la langue utilisée, c'est important puisque il va permettre une interprétation après. Et en fonction de la langue utilisée, vous pourrez être plus ou moins précis. Alors, le Manex européen, je dirais, on y est déjà parce qu'en fait, le Manex, le modèle sur lequel on a travaillé, c'est un modèle qui se base sur une architecture qui est imposée par la réglementation européenne. Donc, tous les pays européens vont utiliser cette même architecture. Après, dans le détail, on pourrait imaginer de travailler sur un Manex avec un modèle commun à tous les pays. Cela peut être d'ailleurs un axe de travail pour JEDA, donc Erwan en parlait tout à l'heure, donc JEDA qui est l'association des fédérations nationales du drone, donc une fédération européenne des fédérations nationales du drone, dont l'objectif est de travailler sur la défense de la filière, les relations avec l'EASA, et l'EASA est très preneur d'avoir des interlocuteurs représentants des exploitants de terrain dans cette période de mise en place de la nouvelle réglementation. Et notre travail également, c'est donc JEDA, de travailler sur une harmonisation des méthodes et notamment du Manex. Donc, on pourrait pourquoi pas également travailler sur ce sujet-là.
Au niveau du MANEX, c'est le point 2 sur l'écran. Si vous voulez travailler dans d'autres pays européens, vous allez aussi devoir tenir compte de conditions d'exploitation propres à chaque pays européen. Concernant, on en parlait, les capacités linguistiques des personnes qui vont intervenir avec vous, mais également les ressources au niveau préparation de mission, puisque lorsque vous préparez une mission en France, vous allez utiliser les sites internet comme Géoportail ou les sites d'information aéronautique. Dans les autres pays, il y a d'autres sites, donc la difficulté va être, si on intervient à l'étranger, de trouver ces ressources. Donc là aussi, voir dans quelle mesure vous pourrez présenter à l'intérieur du MANEX, si vous comptez vous investir de manière résolue à l'étranger, le traitement de ces ressources. Alors maintenant, je vous propose de voir rapidement, du point de vue de l'exploitant, des drones, des missions et des télépilotes, les points d'attention au niveau du MANEX sur ces sujets-là, et également les évolutions et ce en quoi la réglementation européenne a mis l'accent sur, a plus mis l'accent sur un certain nombre de points. Alors, concernant l'exploitant, on part sur des questions. Est-ce qu'on doit s'enregistrer dans plusieurs pays européens si on a des missions hors de France? La réponse, c'est non. Vous avez un enregistrement dans votre pays d'origine et une base de données européenne. Autre question, au niveau des catégories d'intervention ouvertes ou spécifiques, est-ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui une mission en catégorie spécifique et demain en catégorie ouverte? La réponse, c'est oui. Hein, donc, vous pouvez très bien intervenir en catégorie spécifique sur certaines missions et en catégorie ouverte sur d'autres. Il faut juste respecter le cadre réglementaire, les exigences de formation pour chaque catégorie. Et du coup, vient la dernière question et qui concerne directement le MANEX. Si on intervient parfois en catégorie ouverte et parfois en catégorie spécifique, doit-on, dans le MANEX, parler des interventions en catégorie ouverte? Alors, la réponse, c'est non. Il n'y a pas d'obligation, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le MANEX, il est obligatoire uniquement pour vos opérations en catégorie spécifique. Par contre, c'est fortement recommandé d'en tenir compte dans votre MANEX si vous comptez réaliser des opérations dans ces deux catégories-là, puisque on ne perd pas de vue l'objectif du MANEX qui est la garantie de la sécurité des opérations. Donc, vous devez également vous assurer de cette sécurité pour la catégorie ouverte. Voilà, donc pour l'exploitant, je passe au point suivant. Le pilote et les autres personnels. Donc, au niveau du MANEX, vous allez, comme c'était le cas avant, définir les rôles, tâches et responsabilités de chaque personne. Vous allez peut-être intégrer de nouveaux rôles, en l'occurrence, par exemple, l'observateur de l'espace aérien. Cette fonction pouvant être utile dans le cadre du scénario STS-02, donc le scénario européen hors vue, puisque l'observateur va vous permettre d'augmenter un petit peu votre distance de vol. Voilà, donc la possibilité d'ajouter cette fonction-là. Aptitude médicale et gestion de la fatigue au niveau du MANEX. Alors, vous pouviez en parler avant, mais on n'en faisait pas une mention spécifique. Donc là, c'est le cas au niveau du MANEX européen. L'aptitude médicale, il n'y a pas d'obligation réglementaire particulière. Par contre, c'est la responsabilité de l'exploitant de déterminer si les différents rôles, en fonction du rôle des personnes sur un théâtre de mission, est-ce qu'il y a des aptitudes médicales particulières. Par exemple,
au niveau de l'observateur de l'espace aérien, évidemment, il faut une capacité visuelle importante. Donc, on pourrait imaginer la nécessité d'un certificat médical sur cette capacité-là. Il vous faudra définir les qualifications nécessaires pour chaque mission. Donc ça, on va en parler après au niveau de la formation. Et puis également, et ça, ce dernier point, j'insiste surtout pour les exploitants qui ont des pilotes formés depuis quelques années, qui n'ont pas forcément eu dans leur formation initiale, sans doute pas une formation sur la nouvelle réglementation européenne. Donc, expliquer comment, sachant que la mise à jour des connaissances, c'est de toute façon une obligation, mais comment vous allez assurer la mise à jour des connaissances des pilotes sur le plan de cette nouvelle réglementation européenne. Donc, tous ces éléments-là à intégrer dans votre MANEX. Concernant le drone, vous savez que dans le cadre des nouveaux scénarios, vous aurez l'obligation d'utiliser des drones de classe, donc des drones qui ont certaines caractéristiques techniques. On va dire que c'est un petit peu l'équivalent de nos attestations de conception actuelles en France. Donc, vous devrez évidemment, dans le tableau, vous savez, dans votre MANEX où vous listez tous les drones utilisés, ajouter cette information qui sera déterminante puisque elle conditionnera l'utilisation du drone dans tel ou tel scénario. Par ailleurs, distinguer les procédures générales d'exploitation. Donc ça, c'est en relation avec le point suivant. Vous devrez, de manière encore plus appuyée par rapport aux maps précédents, avoir dans une partie les procédures générales d'exploitation de vol, et donc quel que soit le drone utilisé, et dans une autre partie, vous aurez les procédures spécifiques appliquées à chaque aéronef. Et on va terminer par la mission. Alors la mission, et là je vais aller vers un autre schéma un petit peu plus loin. Donc dans le cadre de la réglementation européenne et des scénarios européens, vous avez une nouvelle structure des zones de sécurité avec une zone d'intervention, la zone orange que vous voyez. Alors, je commente pour ceux qui ne font qu'écouter. Vous avez en fait maintenant 3 zones. La zone géographique de vol. Autour de cette zone géographique d'évolution du drone, vous avez une zone d'intervention qui doit être de 10 mètres maximum. Et au-delà, une zone tampon, donc qui est là pour protéger les tiers, qui est notre zone de sécurité des tiers actuelle. Donc, vous avez pour chacune de ces 3 zones à mettre en avant dans votre MANEX les procédures spécifiques à chaque zone. C'était l'objet du premier point. Deuxième point, au niveau de la mission et des points sur lesquels la réglementation européenne met plus l'accent, le briefing, le débriefing, alors même si le point du briefing était déjà dans votre MANEX précédemment. Également, 2 points qui sont très importants, qui sont le respect de l'environnement et le respect de la vie privée. Alors, pourquoi ces 2 points sont très importants? C'est presque un enjeu, je dirais, politique pour la filière, puisque, en fait, respecter l'environnement, on intègre ici respecter les zones naturelles, mais également tout ce qui est nuisance sonore, et respect de la vie privée. Tous ces éléments-là contribuent à l'acceptabilité du drone par le grand public. Donc, c'est vrai que si nous tous, nous voulons développer la filière drone et développer notre chiffre d'affaires, il faut qu'on porte une attention importante au respect de l'environnement et de la vie privée, puisque c'est ça qui va conditionner une bonne acceptation du drone au-dessus de la tête de tous les Français et de tous les Européens. Dernier point, le respect des exigences de sûreté.
Donc, ces exigences de sûreté, à distinguer des exigences de sécurité aérienne, les exigences de sûreté sont propres à chaque pays. C'est une prérogative nationale propre à chaque pays. Donc, vous devrez, il y a un paragraphe spécifique dans le nouveau MANEX sur le respect des exigences de sûreté. Alors, exemple en France, une exigence de sûreté, c'est par exemple l'enregistrement d'un drone de plus de 800 grammes, c'est le signalement électronique du drone de plus de 800 grammes, c'est l'autorisation préfecture si vous évoluez en zone peuplée. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui existent en France et qui n'existent pas dans les autres pays européens. Donc, un opérateur d'un autre pays européen qui vient en France devra les respecter. Et inversement, si nous allons dans un autre pays européen, on devra s'assurer des exigences de sûreté spécifiques au pays dans lequel on va opérer. Donc là, également, dans le MANEX, vous allez devoir expliquer comment vous allez vérifier et collecter l'information pour être sûr de respecter l'ensemble de ces exigences. Voilà pour les éléments concernant la mission. Et donc, j'en ai terminé avec les éléments nouveaux et les éléments sur lesquels on insiste un petit peu plus au niveau du nouveau MANEX. Donc, vous voyez, pas de révolution. On est toujours sur les mêmes objectifs pour le MANEX, de garantir la sécurité de ces opérations, mais quand même quelques évolutions. Et surtout, et c'est pour moi le point le plus important, des évolutions liées au fait qu'on va, grâce à cette réglementation européenne, pouvoir évoluer sur l'ensemble des pays européens. Et là, ça pose quand même certaines questions d'adaptation linguistique, d'adaptation sur le lieu, de connaissance des exigences de sûreté propres à chaque pays. Donc, tout de même, une adaptation en dehors de l'aspect strictement réglementaire. Merci. Merci Philippe, c'est très gentil d'avoir présenté cela. Ça avait, à mon sens, le mérite d'être clair et concis. Je me permets de rebondir sur une question qui a été posée sur le chat par Monsieur Jérôme Baltanas. Je te laisse aller sur le chat pour que tu puisses en prendre connaissance. C'est le dernier message qui demande donc à Manex, qui traite de l'exploitant globalement, pourra-t-il suffire pour des opérations hors France et notamment sera-t-il adapté pour prendre en compte l'aspect MANOps, document adapté à la mission, ou faudra-t-il fournir en plus du MANEX un MANOps au standard européen? Est-ce qu'on est en mesure d'apporter une réponse de suite ou peut-être l'aborder avec un sujet un peu plus approfondi plus tard? Alors, je vais Je ne sais pas laisser si Philippe... Nicolas compléter s'il en a envie, mais au niveau du MANEX, le MANEX, il est valable pour tous les pays européens. C'est l'intérêt de la réglementation européenne, c'est qu'on a une structure de MANEX commune. Et donc, y compris la conception des opérations, elle est commune, elle ne va pas changer, ces règles ne vont pas changer d'un pays à l'autre. Encore une fois, ce qui change d'un pays à l'autre, c'est tout ce qui est sûreté publique, mais pas les éléments de sécurité. Et donc, pour moi, alors il faudrait peut-être aussi poser la question à la DGAC, mais pour moi, il n'y a pas de besoin d'un document supplémentaire. D'accord. Peut-être Nicolas, tu vas amener un petit complément là-dessus ou Thierry, si le souhaite, pour y participer également au Je ne suis pas CDC. complètement sûr d'avoir compris moi, la question de mon côté, mais de la manière dont je l'ai comprise, en tout cas, il n'y a pas vraiment de MANOPS à proprement parler, c'est-à-dire que le MANEX écrit le fonctionnement de l'exploitation, c'est absolument pas un document suffisant à lui seul pour opérer de manière générale. Maintenant, là, on est dans le cadre des STS, des scénarios standards européens.
il n'y a pas besoin, comme pour la SORA par exemple, de rédiger un CONOPS, un concept des opérations. Alors en dehors des STS, du coup en catégorie spécifique pour une SORA ou un LUC, là, oui, le MANEX ne suffit pas et il faut fournir plus de détails sur la mission, sur l'opération pour laquelle on demande une autorisation d'exploitation. Mais dans le cadre des STS, en tout cas, il n'y a pas de concept des opérations. En tout cas, le concept des opérations, en quelque sorte, fait partie là, du MANEX. On le décrit vraiment dans la partie, le paragraphe dédié à la description des activités de l'exploitant dans le MANEX. Mais il n'y a pas de document MANOPS. Voilà. Donc, si ouais, vous avez répondu, donc j'étais dans plus cet aspect. Donc, oui, plus l'aspect dans ces cas-là, SORA, là, oui, catégorie spécifique hors STS, là, c'est le concept des opérations qui vient décrire précisément l'opération réalisée. D'accord, très bien. Je voyais que Thierry a la main levée, donc vas-y Thierry, prends la parole. Oui, merci. Juste pour confirmer un peu ce qui a été dit, mais en fait, dans un Manex, il y a bien un CONOPS effectivement générique, puisqu'il est pour l'ensemble des opérations, puisqu'on ne peut pas savoir à quelle opération on va faire. Un coup, on va faire de la captation aérienne, un coup, on va faire peut-être d'autres opérations. Donc, effectivement, le CONOPS est succinct et générique pour expliquer ce que l'on fait. C'est dans le cadre de tout ce qui est autorisation hors exploitation, notamment lorsqu'on va faire soit un PDRA, une SORA ou un LUC, que l'on va être obligé, alors ça ne s'appelle pas un MONOPS, mais ça s'appelle effectivement un CONOPS, qui lui sera dédié à l'opération en fonction de l'environnement, en fonction de la masse de l'aéronef, en fonction de pas mal d'autres éléments. Donc voilà pourquoi on peut parler aussi, mais dans ce cadre d'une autorisation spécifique, on sera obligatoirement dans le cadre d'un CONOPS spécifique. Voilà, c'est la différence entre le MANEX et les autorisations hors exploitation. Allô? Vous m'avez entendu ou pas? Excuse-moi, oui, c'est moi qui allais te répondre, mais j'avais oublié d'allumer le micro. Merci beaucoup Thierry pour ce complément d'information très pertinente. Est-ce que parmi les participants, il y a d'autres questions sur le sujet du MANEX, ou on peut peut-être laisser la main à ce moment-là à Nicolas Questin, plus sur la partie programme de formation? Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Je vois que on a répondu au questionnement qui était posé par Jean Baltanas. Et je ne vois pas de main levée ou d'autres questions qui apparaissent sur le chat sur la partie Manex. De toute manière, on laissera à la fin de la présentation de Nicolas encore un petit moment pour éventuellement poser d'autres questions. Si vous en avez qui reviennent sur cette thématique, n'hésitez pas à les poser en fin de webinaire. Et je passe du coup la main à Nicolas Questin, qui va nous présenter donc la partie formation. Merci à toi, Nicolas. Merci Arwan. Donc je partage mon écran. Juste le temps de lancer la présentation. Est-ce que c'est tout bon? Parfait. Peut-être, j'ai l'impression que c'est un peu bas au niveau du micro. Enfin, du moins, c'est les peu de mots que j'ai entendus étaient relativement bas. Sinon c'est nickel. À toi. Merci Arwan. Donc je vais vous parler moi là cette fois de la formation pratique qui concerne les scénarios standards européens, en tout cas les évolutions de cette formation pratique par rapport aux scénarios standards nationaux. Il y a un lien quand même avec le MANEX, j'y viendrai un petit peu à la fin. Dans un premier temps, donc rapidement, les contours réglementaires que peut-être certains ou certaines d'entre vous, avec lesquels certains ou certaines d'entre vous sont déjà familiers ou familières, je les rappelle rapidement. La formation pratique, elle est obligatoire, comme c'est déjà le cas pour les scénarios standards nationaux. Le prérequis, c'est d'avoir obtenu le certificat d'aptitude de télépilote à distance, qui est la nouvelle mouture en quelque sorte du CATT. Cette formation pratique doit s'effectuer dans les conditions opérationnelles des scénarios standards européens, comme c'est le cas aussi pour les scénarios standards nationaux.
Le contenu, c'est-à-dire les compétences à travailler tout au long de cette formation pratique, elles diffèrent selon le STS pour lequel le télépilote est formé. Alors, c'est aussi le cas pour les scénarios nationaux, dans la mesure où, dans l'arrêté 2018, on avait ces compétences spécifiques S3, S2, S3, S4. Là, ça sera juste un petit peu différent dans la mesure où la réglementation européenne précise bien que la formation doit bien se focaliser sur un STS en particulier, ce qui n'empêchera pas que les deux STS soient inclus dans une même formation pratique. Il faudra simplement que chaque compétence soit travaillée pour chaque STS, et ça, on y reviendra un peu après. Elle doit être dispensée par un exploitant doublement déclaré. Alors, c'est aussi plus ou moins le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'exploitant doit d'abord s'être déclaré comme étant exploitant qui exploite, qui opère selon les scénarios standards européens, en tout cas dans le futur. C'est le cas aujourd'hui pour la déclaration d'exploitant selon les scénarios nationaux. Et il devra en plus se déclarer comme exploitant réalisant des activités de formation pratique et d'évaluation des aptitudes pratiques. Alors, ça correspond aujourd'hui au fait de cocher la case formation sur Alpha Tango dans la déclaration d'activité et de fournir le programme de formation et les informations nécessaires dans le MANEX. Donc, déclaré auprès de l'autorité de la DSAC ou entité reconnue. Alors, le terme d'entité reconnue, pour l'instant, il est encore un petit peu flou. La DGAC ne s'est pas encore complètement positionnée là-dessus, mais il semblerait en tout cas qu'elle ne reprenne pas ce terme d'entité reconnue et qu'on reste sur la notion d'exploitant. Ce qui va changer un petit peu là par rapport aux scénarios nationaux, donc ça sera des exigences réglementaires supplémentaires qui seront spécifiques pour ces exploitants et qui vont concerner vraiment l'aspect formation. Donc c'est sur ça que je vais un peu m'attarder après. Le principe de livret de progression, il est repris, mais avec quand même pas mal de précisions. Une des principales étant que l'évaluation doit se faire de manière continue tout au long de la formation. On y reviendra aussi après. Alors, le principe d'évaluation continue, il peut paraître simple, comme il peut paraître assez complexe, puisqu'il sous-entend qu'il n'y a pas forcément d'examen final à proprement parler, mais qu'on évalue bien la maîtrise des compétences tout au long de la formation. Et ça, on va y revenir un peu après. Et enfin, les documents qui seront à remettre au télépilote. Alors, on a toujours une attestation de formation. Et là, ce qui va changer, pas radicalement, hein, mais ce sera un nouveau document, ce sera un rapport d'évaluation. Donc, je vais revenir sur certains points principaux un petit peu plus en détail. Le premier, le plus simple, entre guillemets, c'est l'obtention du certificat d'aptitude théorique de pilote à distance, qui s'obtient donc après la réussite à un examen théorique sous forme de QCM organisé par la DSAC. La formation théorique, néanmoins, n'est pas obligatoire, contrairement à la formation pratique, ce qui est donc tout ça très proche du CATT actuel, pour ne pas dire identique. Le contenu en lui-même sera également très proche, néanmoins, les modalités de reconnaissance ne sont pas encore définies par la DSAC, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore très bien si un CATT sera automatiquement converti en CATPD. Et ça, la DSAC doit le préciser dans un avenir relativement proche, normalement. L'examen théorique, cet examen théorique, contrairement à la formation pratique, à l'évaluation pratique, il est commun au STS 01 et 02, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux examens différents, même si les conditions opérationnelles de ces deux STS diffèrent sur certains points. L'examen théorique est commun. Deux nouveautés, en tout cas deux changements là par contre. La validité donc, du titre en soi, qui va être de 5 ans, et donc les modalités de renouvellement, de prolongation en tout cas, qui vont y être associées. Alors ça peut passer tout simplement par une nouvelle présentation à l'examen, mais ce qui est introduit, c'est ce principe de formation de recyclage, de maintien des compétences, qui permettra, ou en tout cas qui permettrait d'alléger un petit peu le renouvellement du titre, de ne pas avoir à repasser l'examen théorique dans son intégralité,
mais plutôt peut-être une formation courte, une formation e-learning, quelque chose comme ça. Là encore, ça, la DSAC devra le préciser. Alors, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle propose le principe de formation de recyclage. Hein. Ça peut très bien se passer de telle manière qu'au bout des 5 ans, il faille se représenter à l'examen, mais en tout cas, ça sera précisé. Pour les conditions opérationnelles donc, dans lesquelles la formation doit se dérouler, sont exactement les mêmes que les conditions opérationnelles qui sont définies pour opérer selon les STS, hors formation. Là encore, certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers, je vais juste les rappeler très rapidement. En partant de la droite, pour ce qui est commun, alors le type d'espace aérien, donc contrôlé, non contrôlé, dans tous les cas avec un faible risque de rencontrer l'aviation habitée. La hauteur maxi de 120 mètres. La distance horizontale maximale par rapport au télépilote, alors en STS 01, c'est la limite du vol à vue, qui est plus ou moins définie comme étant d'1 kilomètre. Pour le STS 02, on est également à 1 kilomètre si on n'a pas d'observateur de l'espace aérien, ou alors 2 kilomètres si le télépilote est assisté par de tels observateurs. Par rapport à l'environnement survolé, donc c'est ce dont parlait Philippe tout à l'heure avec le schéma qu'il a présenté. Donc la zone d'exclusion des tiers que l'on connaît en tout cas pour les scénarios nationaux, va s'appeler zone contrôlée au sol. Elle va être constituée donc, de différentes zones, volumes, comme l'a expliqué Philippe. Ce qui change, c'est que pour le STS 01, elle peut être située dans un environnement peuplé, ce qui n'est pas du tout une obligation. Par contre, pour le STS 02, là, c'est une obligation qu'elle soit intégralement située dans un environnement faiblement peuplé. Le type de vol, donc vol à vue pour le 01 et vol hors vue possible pour le 02. On peut très bien faire du vol en vue en STS 02. Et les exigences techniques par rapport aux drones, donc les fameuses classes C5 et C6, éventuellement les classes C3 avec le kit d'accessoires C5 que l'on attend avec impatience sur le marché. Les dimensions caractéristiques inférieures ou égales à 3 mètres, une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 25 kg, comme c'est le cas pour toute la catégorie spécifique. Et cette petite restriction pour le STS 01, qu'on ne puisse utiliser que des drones à voilure tournante et non pas des drones à voilure fixe. Pour des raisons, alors ça a été expliqué en détail dans les textes de l'EASA, c'est un petit peu long à reprendre point par point, mais dans la mesure où un drone à voilure fixe type avion, s'il y a un problème de moteur, une coupure moteur, voilà, il a la capacité de planer et donc de s'extraire plus facilement de la zone contrôlée au sol qu'un drone à voilure tournante. C'est notamment pour ça que le type de drone a été restreint à des voilures tournantes pour le STS 01. Donc, voilà, je les ai représentés pour rappeler simplement que voilà, pour la formation pratique, toutes ces conditions opérationnelles devront être respectées et il sera de la responsabilité de l'exploitant de s'en assurer. Les exigences réglementaires supplémentaires pour la formation, en plus des exigences réglementaires relatives à des opérations dans le cadre des STS, là, vraiment, les suppléments de réglementation pour tout ce qui concerne la formation, l'activité de formation de télépilote dans le cadre des STS. Le premier point, c'est que la réglementation précise qu'il doit y avoir une séparation claire entre l'activité de formation et les autres activités de l'exploitation. Alors, ça se décline quelque part un petit peu selon les exigences à suivre, mais là encore, ça va nécessiter quelques précisions de la part de notre autorité, de la part de la DSAC, puisque c'est un point qui est assez vague, qu'a introduit le HASA ici, et qui va devoir être quand même largement précisé, puisqu'une séparation claire, on peut l'imaginer de plein de manières différentes. En tout cas, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui pour les scénarios nationaux, ça n'était pas explicitement indiqué dans notre réglementation nationale. L'exploitant doit avoir des capacités suffisantes et adéquates pour tout ce qui concerne le personnel qu'il emploie pour la formation des télépilotes, les installations et le matériel. Il doit également avoir une personne responsable
de la formation pratique désignée par l'exploitant. C'est cette personne responsable notamment qui devra, entre autres, apposer sa signature dans le rapport d'évaluation à la suite de la formation et l'évaluation pratique. Et ensuite, quelques exigences qui concernent ces personnes employées par l'exploitant qui sont chargées de la formation et de l'évaluation. Alors là encore, comment dire, on a le mérite d'avoir quelques précisions, mais qui sont encore assez floues et qui vont nécessiter pas mal de précisions de la part de l'autorité. Ces personnes doivent avoir les compétences et être impartiales. Avoir une expérience préalable solide. Alors là, ce ne sont pas mes mots, hein, vraiment, c'est la réglementation qui nous dit une expérience en termes de formation, en termes d'évaluation et de connaissances. Donc bon, on peut imaginer les choses de plein de manières, là encore, une expérience en formation. Alors, dans quelle formation? Est-ce qu'on parle uniquement des drones? Est-ce qu'on parle d'une expérience en formation en général? De combien de temps? Les connaissances, bon, on peut imaginer évidemment d'avoir... Ça nous paraît tout à fait logique d'avoir réussi l'examen théorique. Maintenant, ça peut être aussi des connaissances supplémentaires en pédagogie ou autre chose. Une capacité à gérer les obligations réglementaires et à émettre un avis. Alors là, c'est bon, obligation documentaire, c'est le fait d'être capable de renseigner finalement le livret de progression et puis le rapport d'évaluation dont on va parler un petit peu après. Et émettre un avis, c'est là encore par rapport au rapport d'évaluation dans la mesure où la personne responsable, grâce à l'avis du formateur, alors ça peut être de personnes confondues bien évidemment dans le cadre de petites exploitations, devront émettre un avis sur des potentiels axes d'amélioration du télépilote à l'issue de sa formation et de son évaluation pratique. Et ces personnes doivent répondre à un devoir de confidentialité. En plus de tout ça, le lieu de formation, ou les lieux doivent constituer un environnement représentatif. Alors, ça, c'est en lien avec le fait que la formation doit se dérouler selon les conditions opérationnelles du STS. Donc, quand on parlait de zone contrôlée au sol, dans un espace aérien avec faible probabilité de rencontrer l'aviation habitée, c'est-à-dire que donc, voilà, le lieu qui est choisi pour la formation doit permettre de représenter les conditions opérationnelles définies pour les STS. Cette notion d'évaluation continue dont j'ai un petit peu parlé au tout début, donc, comme je disais, qui sous-tend qu'on n'a pas nécessairement la mise en place d'un examen final, pour autant ce qui ne l'interdirait pas, si on pousse la réflexion finalement très loin, mais qui nous amène plus à réfléchir au fait qu'une évaluation continue implique que je prends un exemple très concret, un télépilote qui ne réussirait pas, je ne sais pas, par exemple, à faire sa visite pré-vol au bout d'un certain temps. Bon, imagine qu'en fait, ça va être vraiment notre rôle, en tout cas le rôle du formateur, de la personne responsable, de l'accompagner. On a vraiment cette notion, je dirais, d'accompagnement derrière le terme d'évaluation continue tout au long de la formation, et non pas d'évaluation pure et dure, d'examen pur et dur, où là, on va être vraiment plus dans l'accompagnement et dans la progression de l'apprentissage. L'introduction du rapport d'évaluation, donc, qui comporte également une notion de note de performance. Je vais y revenir aussi un petit peu après, et d'évaluation générale d'axes d'amélioration, ce dont je parlais juste avant, dans la mesure où la réglementation nous disait que les personnes employées par l'exploitant doivent avoir la capacité à émettre un avis. C'est donc pour pouvoir rédiger cette évaluation générale et de possibles axes d'amélioration. À la suite de la réussite à l'évaluation des aptitudes pratiques, l'exploitant devra notifier la délivrance de l'attestation à l'autorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chaque exploitant, chaque organisme de formation qui délivre un livret de progression et puis une attestation n'a pas obligation de transmettre une copie ou de notifier à la DSAC. Alors là encore, à voir de quelle manière ce sera repris et précisé par notre autorité. Et de nombreux, effectivement, éléments qui vont être à inclure dans une partie dédiée du MANEX. C'est un petit peu le cas aujourd'hui, puisqu'on a quelques paragraphes du MANEX, anciennement MAP, qui sont dédiés à la formation.
Là, la réglementation va quand même un petit peu plus loin parce qu'il va falloir décrire les compétences des membres, les tâches, les responsabilités et un organigramme dédié à la partie formation. C'est pour ça que j'ai mis en gras cette notion de partie dédiée du MANEX. C'est que la réglementation précise bien que tout ce qui va avoir attrait à la formation des télépilotes, alors externe à l'exploitation bien sûr, doit être précisé dans une partie bien séparée du MANEX. Ce qui va dans le sens de la séparation claire des activités également demandées par la réglementation. Une description dans cette partie du MANEX des procédures et processus de formation, alors y compris et en premier lieu le programme de formation. Les moyens techniques, autrement dit les drones et les autres matériels utilisés et environnements pour mener à bien cette formation et cette évaluation. Et un modèle de rapport d'évaluation qui devra également être inclus dans cette partie du MANEX. Un petit zoom donc sur cette partie, sur ces 3 documents, livret de progression, rapport d'évaluation et attestation de réussite. Le livret de progression aurait une forme tout à fait similaire en contenu ou dans sa forme avec le livret de progression que l'on connaît actuellement pour les scénarios nationaux. Alors là, l'intérêt aussi du travail qui est fait au sein du CDC, c'est d'essayer d'harmoniser les pratiques, d'harmoniser les modèles, d'harmoniser les formats, dans la mesure où aujourd'hui, on a un pseudo-modèle finalement de livret de progression qui nous est fourni dans l'arrêté de 2018, mais qui est plus un modèle de contenu. Là, l'intérêt, ça serait d'avoir vraiment un modèle remplissable finalement. Alors, les exploitants, les organismes de formation n'auraient a priori pas d'obligation de l'utiliser. Hein. Le but ici, c'est pas de restreindre et d'obliger les exploitants à l'utiliser. C'est plus de coordonner la filière et de se dire que ça va dans le sens aussi d'une amélioration continue de la qualité et puis d'une harmonisation des pratiques, d'avoir des documents identiques utilisés par toutes et tous. Et cette nouvelle notion, entre guillemets, assez complexe de note de performance, qui est également une question traitée au sein du CDC, puisque la réglementation demande donc à ce que l'évaluation pratique du télépilote soit notée, soit menée au travers de notes de performance pour plusieurs actions qui seront à décrire, donc qui sont décrites dans le livret de progression. Par action, il faut entendre compétences, bien sûr. Maintenant, pourquoi complexe? Parce que, là encore, note de performance, on peut l'entendre de plein de manières différentes. Ça peut être du acquis, non acquis, en cours d'acquisition, ça peut être du 1, 2, 3, ça peut être échec, réussite, ça peut être plein de choses différentes. Il faut le mettre aussi en miroir avec ce principe d'évaluation continue, comment concilier le principe de note qui nous renvoie plus à une notion d'examen final avec le principe d'examen continu. Donc c'est quelque chose qui est traité au sein du CDC. Il y a une proposition qui a été faite donc, à la DESAC en même temps qu'une proposition de rapport d'évaluation, livret de progression, des Kanban Manex, etc. Et la DESAC se positionnera normalement là-dessus à l'été pour une publication des documents en septembre, ou peut-être un petit peu après pour ce qui concerne la formation, qui nécessite un petit peu plus de travail, en tout cas, que le Manex là-dessus. L'harmonisation, donc voilà, j'en ai parlé rapidement, et contrairement aux scénarios nationaux, le livret de progression, là par contre, il ne constituera pas une preuve de réussite dans la mesure où c'est vraiment là le rapport d'évaluation qui va être co-signé par le télépilote, par l'exploitant et par la personne responsable qui constituera la preuve de réussite accompagnée de l'attestation de réussite. Il peut être complémentaire donc, au rapport d'évaluation, ce livret de progression, ou partie intégrante de ce dernier. Alors là aussi, j'ai mis entre parenthèses CDC, puisque c'est quelque chose qu'on a proposé au sein du CDC, que le livret de progression fasse partie du rapport d'évaluation, que ce soit un seul et même document, et que les notes de performance, finalement, soient plutôt associées au livret de progression, dans lequel sont détaillées justement les compétences à travailler. Et puis, ce principe donc d'évaluation continue,
qui voilà, associé à cette notion de note de performance, d'examen final, de progression, nécessite quand même pas mal de réflexion et de remise en question des pratiques, même une fois que les documents seront publiés. Ça va quand même nécessiter pas mal de réflexion, je pense, de la part de tous les exploitants, de la part de tous les organismes de formation, à se demander comment est-ce qu'on opère la transition aussi là-dessus, parce qu'on a voilà, les choses en elles-mêmes ne changeront pas radicalement, mais on aura quand même des nouvelles obligations réglementaires avec des nouveaux termes comme ça qui sont introduits, et ça va nécessiter quand même une nouvelle organisation, je pense, au sein des exploitations. Et on continuera de toute façon, a priori, au sein du CDC à travailler là-dessus. En tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse recueillir après, une fois que les STS seront vraiment applicables et qu'on aura gagné un petit peu d'expérience sur le terrain, sur les premières formations, les premières utilisations de Canva ou d'autres Canva, d'autres documents qui seraient proposés par les acteurs, de recueillir des avis là-dessus et puis de travailler sur des nouvelles versions en fait pour améliorer en fait la qualité de ces documents et puis la qualité des formations de manière générale. Alors, on pourrait encore pousser les choses plus loin. Je pense que, selon les profils ici, mais tout le monde est un peu au fait quand même quand on parle de Calliope, de certification, de France Compétences, etc. Là, on est aussi un petit peu en plein dedans, parce que là, concrètement, la réglementation européenne, alors même si nous, Calliope, France Compétences, on parle de choses françaises, mais toutes ces notions introduites par la réglementation européenne vont quand même dans le sens d'une harmonisation des pratiques, d'une meilleure qualité des formations. Donc, tout ça se mélange un petit peu et il va y avoir quand même beaucoup de travail par rapport à tout ça. Voilà, moi, j'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde dans le chat s'il y en a eu. Merci, Nicolas. Oui, effectivement, il y a quelques questions. Le temps que tu en prennes connaissance, je vais les évoquer. Alors, donc, il y a Droneline qui posait la question, qui va contrôler les exigences supplémentaires? Je pense que la question était posée au moment où tu faisais la différence entre les exigences réglementaires françaises par rapport aux réglementations, les exigences européennes. Et donc, je te laisse répondre, puis on verra les autres ensuite. Alors, les exigences supplémentaires, alors le terme supplémentaire, il faut bien le prendre dans le sens où ces exigences supplémentaires, elles ont été définies dans la réglementation européenne, en plus des exigences relatives au STS. C'est pas la DSAC qui les a définies ou une autre autorité. Mais du coup, elles seront contrôlées au même titre que les exigences relatives aux scénarios nationaux, que les exigences relatives aux conditions opérationnelles des STS par les DSAC à l'occasion de contrôle documentaire, tout simplement, ou de contrôle sur le terrain, mais de contrôle de surveillance, dans le cadre de l'activité de la DSAC en tant qu'autorité de surveillance. Très bien, merci Nicolas. J'espère que on a répondu à la question. J'ai vu qui peut délivrer cette formation de recyclage. Est-ce que c'est la DSAC qui délivrera des feux verts pour les organismes de formation? Ça, on ne le sait pas encore. Néanmoins, ça dépendra, à mon sens, ça dépendra surtout de la manière dont sera conçu aussi l'examen théorique pour le CATPD. À un moment donné, on peut aussi vite arriver à des notions de conflit d'intérêt quand même, quand on a une activité d'exploitant d'une part, d'exploitant pour des activités de formation d'autre part, et en plus d'exploitant pour une activité de formation au recyclage pour un examen théorique. On peut imaginer qu'on arrive vite à des situations qui sont un petit peu complexes à gérer. Mais en tout cas, comme il me semble que je l'ai dit, en tout cas, avec la formation au recyclage, le maintien de compétences, c'est une possibilité qui est offerte par le HASA, par la réglementation européenne. Maintenant, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit repris par chaque État et pour nous, par la France. Mais en tout cas, oui, si elle doit y être et si elle doit être outsourcée, si elle doit être gérée par d'autres entités, des entités reconnues des exploitants, c'est la DSA qui le décidera. Merci beaucoup, Nicolas. Il nous reste encore 2-3 questions. Donc, Gal 2M
Bonjour, vous avez évoqué la notion d'exploitant avec l'ancienne réglementation. J'ai été formé en 2020 sur l'ancienne réglementation et j'ai obtenu mon diplôme en janvier 2021. J'ai travaillé en tant que salarié dans une entreprise où je n'étais pas exploitant. J'en déduis donc été télépilote. Aujourd'hui, je souhaite créer une micro-entreprise. Suis-je bien soumise en tant que nouvel exploitant à l'ancienne réglementation pour mon MANEX? Puis-je évoluer en scénario S1 et S3, l'OS2 j'imagine également, jusqu'à la date limite 2024? Je pense qu'il y a quelques éléments de réponse que tu peux donner, Nicolas ou Philippe. Ouais, bah alors, il y a plusieurs questions dans la question, je comprends bien, mais déjà, la première, pour moi, on peut encore, pour l'instant, se déclarer exploitant selon les scénarios standards nationaux. Maintenant, le terme d'ancien... Pardon? Jusqu'à normalement au 31 décembre 2023, il me semble. Voilà, donc là c'est encore possible. Maintenant, ce terme d'ancienne réglementation pour le MANEX, alors, c'est pas vraiment le terme d'ancienne réglementation, parce que pour l'instant, le terme MANEX, il est bel et bien applicable. Simplement, le MANEX les contours du MANEX, en tout cas, que vous a présenté Philippe tout à l'heure, et le canevas qui sera proposé par la DESAC, il couvrira des exploitations selon les scénarios standards nationaux et scénarios standards européens. C'est-à-dire que le but de ce canevas, c'est justement de répondre à toutes les exigences, y compris les nouvelles exigences introduites pour les scénarios standards européens, de manière à ce que les exploitants, comme certainement beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont déjà déclarés exerçant une activité scénario nationaux, puissent simplement ajuster leur MANEX et faire en sorte que ça colle avec la forme des scénarios européens. Donc, comment dire, pour tirer la chose un petit peu par les cheveux, si un exploitant se déclare aujourd'hui nouvel exploitant selon les scénarios standards nationaux, il pourra quand même utiliser le nouveau MANEX STS qui sera proposé. Très bien, merci. J'avais répondu dans le fil, donc Nicolas, c'est bien, on est du même avis. Mais j'avais peut-être quelque chose à ajouter sur le choix, parce qu'en fait, à partir de 2024, on va avoir la possibilité, donc des exploitants déclarés avant fin 2023, on va avoir l'opportunité d'adopter les scénarios européens. Mais c'est une possibilité, on n'est pas obligé. Et je pense qu'il va être intéressant, et bon, à la FPDC, on va travailler aussi sur le sujet, c'est de bien analyser les conditions d'exploitation dans nos scénarios nationaux actuels et les conditions d'exploitation dans les nouveaux scénarios européens. Alors certes, on les connaît dans les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on les connaît dans les grandes lignes. Les détails d'application des scénarios sont en train de se mettre en place. Donc, je pense que dans l'année qui vient, ça va être intéressant de s'intéresser à une comparaison, parce que peut-être que dans certains cas, on aura intérêt à adopter les scénarios européens à partir de janvier 2024, sans qu'on y soit par ailleurs obligé. Très bien, merci. Je continue. Je vois Thierry Mort qui lève la main. Donc, vas-y Thierry, si tu veux compléter ou poser une question, mais ça m'étonnerait. Vas-y. Bien, oui, non. En fait, ce que je voudrais, c'est un peu compléter effectivement sur la partie des, comment dire, de la possibilité de se déclarer en tant qu'exploitant sous les scénarios nationaux ou enfin, pendant la phase de transition ou sous les scénarios européens. À partir du moment où on aura fait le choix en 2024, on ne peut pas revenir en arrière et ce choix implique d'avoir des drones de classe.
Donc, bien faire quand même attention à ce sujet-là, parce que si on n'a pas les drones de classe et qu'on fait un choix, on va être obligé de tout faire en, comment dire, sous déclaration, hors scénario. Donc, de faire des demandes d'autorisation d'exploitation à chaque fois. Donc, c'est quand même pas anodin de faire un choix de passer dans les scénarios nationaux ou de passer dans les scénarios européens. Alors, il est évident que ceux qui veulent continuer à travailler sur les scénarios européens jusqu'en 2026 peuvent le faire. Le problème va se poser pour les nouveaux arrivants. Scénario français, Thierry. Oui, nationaux, oui, Français, pardon. c'est vrai. Oui, sous les scénarios nationaux. Le problème va surtout se poser pour les personnes qui vont passer la nouvelle réglementation, qui vont passer la formation suivant la nouvelle réglementation en 2024, puisque eux ne pourront pas bénéficier de la période de transition. Ils seront obligés d'exploiter avec des drones de classe ou d'être éventuellement sous demande d'autorisation d'exploitation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'il va falloir faire en connaissance de cause en fonction des éléments que l'on aura. Voilà, c'était juste une précision. Merci beaucoup, Thierry. Oui, si tu permets, je voudrais ajouter un point suite à Thierry. Il y a effectivement la question des drones de classe. Il y a aussi un autre paramètre, c'est est-ce qu'on souhaite aller travailler dans d'autres pays européens? Et si on a une activité qui se développe en dehors de la France, le fait de ne pas passer au scénario européen en 2024, ça va compliquer un petit peu la donne, puisque quand on ira travailler à l'étranger et si on est en scénario français, il faudra demander des autorisations. Donc, il y aura aussi cet avantage-là. Alors, c'est vrai qu'il va falloir passer au drone de classe. C'est le principe même des scénarios européens. Mais l'avantage, me semble-t-il, si on a cette stratégie de travailler hors France, en dehors de la France et en Europe, c'est une possibilité de travailler plus facilement, du coup, pour des missions à l'étranger, en scénario européen. Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sous le couvert de l'article 13, et ce qui s'appelle le cross-border, et que si on n'est pas avec des drones de classe, on sera obligé de continuer avec ce cross-border. Parfait. Je vois une question de Jean-Christophe Rocher qui nous dit on a parlé de la formation initiale télépilote avec les STS 01 et 02. Qu'en est-il de la formation de type spécialisation comme la photogrammétrie, la thermographie, l'audiovisuel ou l'agriculture? Nicolas, Philippe. Je vais reprendre rapidement dans le chat et je peux en toucher rapidement 2 mots à l'oral, mais c'est vrai que là, ce dont je vous ai parlé, ce que j'ai présenté juste avant, c'est la formation pratique qu'on peut appeler en quelque sorte formation pratique réglementaire, qui est comparable à la formation pratique basique que l'on connaît actuellement. Maintenant, tout ce qui est formation initiale, en quelque sorte complémentaire en exploitation, c'est-à-dire typiquement effectivement un exploitant qui va exercer une activité, je ne sais pas, de photogrammétrie ou peu importe, mais en tout cas une activité assez spécifique, ou ne serait-ce que pour former le télépilote aux spécificités propres de l'exploitation. Ça, c'est de la responsabilité de l'exploitant. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'implication en quelque sorte de l'autorité ou de l'agence dans ces formations-là. La seule obligation, c'est qu'elles soient en place, définies et décrites là aussi dans le MANEX. Et ensuite, tout ce qui concerne les formations périodiques, où là encore, il n'y a pas d'obligation réglementaire très précise, si ce n'est que c'est une responsabilité générale de l'exploitant de s'assurer que les membres de son personnel ont les compétences appropriées pour réaliser ces opérations. Donc après, à l'exploitant de définir quand est-ce que, à quelle fréquence il met en place des formations périodiques, sous quelle forme. Est-ce qu'il y a des exigences d'expérience récentes en termes d'heures de vol, de mission, etc. Donc c'est vrai qu'il y a la formation initiale, réglementaire en quelque sorte, qui là est bien définie et mise en place par l'autorité. Et après, il y a toutes les autres formations, entre guillemets, non réglementaires, même si j'aime pas trop le mot, mais qui sont de la responsabilité de l'exploitant lui-même. Très bien, merci Nicolas. Je me permettrai de compléter la réponse en précisant que le rôle de l'entité régulatrice, aujourd'hui c'est l'EASA, précédemment c'était la DGAC, est celui de veiller à la sécurité des opérations.
c'est principalement son rôle, c'est s'assurer que les opérations sont faites dans une conformité à la sécurité aérienne pour permettre une interopérabilité des opérations avec les personnes au sol ou dans l'espace. Donc, son rôle se limite à ce périmètre. Et le côté opérationnel, à partir du moment où il ne comporte pas un risque, ce n'est pas à l'organisme régulateur de s'assurer de ses compétences spécifiques métiers. C'est pour cela que la fédération ou autres organismes ont mis en place des certifications qui sont enregistrées au répertoire spécifique, qui permettent par des formations qui intègrent au minimum les exigences réglementaires, d'apporter des formations spécifiques métiers capables de transmettre les connaissances et les compétences pour pouvoir interagir dans un domaine plutôt qu'un autre. Voilà un petit peu mon interprétation du cadre réglementaire et du pourquoi, du comment l'entité régulatrice ne vient pas définir des conditions de formation ou des exigences spécifiques au-delà de celles que Nicolas a évoquées dans un cadre opérationnel. Autre question, c'est Drone Omega qui pose quant aux drones de classe, quand est-ce qu'ils vont sortir? Aux dernières nouvelles, les normes ISO ont été définies par les constructeurs. Aujourd'hui, ils sont associés à des processus industriels qui, à partir du moment où ils sont reconnus, font office de normative également. Et donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des différents groupes de travail qui sont composés aussi des différents constructeurs qui ont besoin de se coordonner, se conformer sur des processus industriels afin de ne pas faire exploser les coûts de certification de ces différentes machines. C'est pour ça qu'il y a eu un report de la mise en application et de l'usage des scénarios standards européens 01 et 02. C'est censé arriver au plus vite. Aux dernières nouvelles, Nicolas Marcoux a indiqué que les drones de classe qui sont aujourd'hui en vente sur différents sites internet, surtout à l'étranger, ne sont pas conformes. Donc, il faut se méfier des drones qui affichent, qui ont des normes de classe reconnues. Le drone, c'est une norme de classe, il doit être délivré avec les attestations qui le confirment. Et aujourd'hui, aucun constructeur n'est capable de répondre à ces exigences. Donc attention, j'en profite pour faire une petite note d'alerte. Ne vous faites pas avoir en achetant des drones aujourd'hui de classe. Ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, l'EASA est en train d'effectuer des actions de justice pour demander le retrait de cette nomenclature, au moins sur les machines qui le représentent. Je lis en même temps une question de DroneLine, drone de classe C5, C6. Les spécifications sont sorties et de laboratoire ont été créées. Maintenant, attend que les constructeurs proposent des machines. Effectivement, la question brûlante est le drone acheté en 2021, en 2022, sera-t-il certifiable ou sera-t-il avec des modifications? La question se pose au niveau des investissements. Je vais donner mon point de vue, après je laisserai compléter par ceux qui le souhaitent. Pour moi aujourd'hui, non, les drones qu'on utilise aujourd'hui auront vocation plus tard à être utilisés uniquement à partir de janvier 2024 en open, en A3. Et je ne pense pas, connaissant la politique de DGI et pour aussi des contraintes de normes, que les drones vendus actuellement puissent avoir une conformité ensuite sur les normes de classe. Je ne sais pas si Nicolas, Philippe ou Thierry, vous avez des informations divergentes par rapport à celles que je viens de donner, mais à mon sens, aujourd'hui, ça en est là. Je peux essayer de Sachant répondre. que de toute manière, oui, sachant que de toute manière, comme il y a une superposition, c'est-à-dire que pour tous les opérateurs aujourd'hui en activité pourront bénéficier de l'usage de la catégorie de la réglementation nationale jusqu'en fin 2025, ces drones, lorsqu'ils sont utilisés selon la réglementation nationale, pourront être utilisés jusqu'à cette date.
Je laisse compléter si vous le souhaitez. Alors, je peux essayer, mais si quelqu'un d'autre veut prendre la main avant, c'est pas un problème. En ce qui concerne les drones de classe aujourd'hui, enfin les drones qui sont sans classe aujourd'hui, il avait été un temps évoqué la possibilité de les rétrofiter et tout compte fait, ça a été abandonné à ma connaissance, dans la mesure où c'est très compliqué puisqu'il faudrait en plus respecter des spécifications techniques précises et les envoyer ensuite dans les laboratoires pour vérifier les exigences. Donc c'est plus ou moins abandonné. Il n'y a rien de concret de sortie officiellement, mais dans les bruits de couloir, si on peut s'exprimer ainsi, ça a tendance à faire disparaître la demande. C'est pour ça qu'effectivement, la date a été repoussée au 1er janvier 2026. Ceci étant, reste toujours posée la question, et ça on l'a posé à la DESAC et à l'EASA, la question qui reste de savoir quid de ceux qui vont rentrer sur le marché en 2024 si les drones ne sont pas disponibles. Donc, ce sera certainement des PDRA dans un premier temps, mais pas au-delà de la fin de 2024. Nicolas Marcoux s'est exprimé sur le sujet. Il n'a pas vocation à donner énormément de travail aux agents de la DESAC pour faire des PDRA sur des drones qui ne sont pas de classe. Voilà, donc c'est un peu la problématique qui est aujourd'hui. Par contre, tous ceux qui sont enregistrés en tant qu'exploitants avant le 1er janvier 2024 pourront utiliser leurs drones jusqu'au 1er janvier 2026, enfin 31/12/2025, en sachant que reste la notion de choix. Si en 2024, on choisit de passer sur des drones de classe, il faut avoir des drones de classe et on ne pourra plus utiliser les drones de non classés autrement qu'avec un PDRA ou une SORA. Voilà, je pense que ça va être complet. Enfin, je sais pas. Parfait. C'est moi qui commence à parler, mais je coupe le micro et j'oublie de le rallumer. Donc, merci beaucoup Thierry pour ce complément d'information. Baptiste Simonon, le président de la fédération, je vois qu'il a profité pour nous faire justement un rappel sur le fait que la FPDC continue à travers ses webinaires et différentes actions qu'on met en place, de vous informer sur l'évolution durant cette période réglementaire et que, évidemment, on vous invite tous à participer au sous-groupe du CDC, Conseil pour les drones civils. Nous, on organise des sous-groupes au sein de la fédération pour pouvoir justement travailler avec la DGAC pour garantir une application de la réglementation européenne en accord avec les attentes de la filière. Personnellement, on travaille, nous, au sein de la fédération, moi, personnellement, je m'occupe du groupe de travail formation sur lequel ça permet d'élaborer du contenu, le faire remonter au sein du membre du CDC et travailler aussi sur des documents spécifiques aux certificats et qui peuvent aider la filière sur le domaine de la formation. Il n'y a pas que ce groupe de travail, il y en a plein d'autres sur différents domaines. Donc, on vous invite à consulter le site internet de la fédération et prendre connaissance des différents sujets que nous traitons et nous travaillons. Pour nous, la fédération est un outil qui est mis à disposition de tout le monde et que sur la base du volontariat, si vous voulez adhérer, vous nous rejoignez et on vous invite fortement à participer aussi à cette évolution et à ces différents travaux dont vous pouvez voir, par exemple, le résultat de collaboration sur le CDC. Il y a une question de DroneLine. On va dire que c'est la dernière. Si vous ne voyez pas d'un coup, non, il y en a encore quelques-unes. Donc, DroneLine qui demande si les autres pays européens sont-ils aussi avec des scénarios repoussés sur 3 ans. Quelqu'un veut répondre? Alors, il y a une réponse de Nicolas, je crois, déjà sur le sujet. Mais je voulais juste faire une petite aparté là-dessus au niveau des scénarios. C'est qu'en fait, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on avait des scénarios nationaux. Et dans certains pays, c'est le cas de la Belgique, ils n'avaient pas de scénario en zone peuplée. Et là, actuellement, comme ils ont vu justement, puisque comme l'explique Nicolas, les scénarios européens ont été reportés pour tout le monde, hein, puisque c'est une réglementation européenne, c'est partout pareil. Mais du coup, dans certains pays qui n'avaient pas de scénario, ils voient cette échéance qui a été repoussée. Et s'ils veulent travailler, ils sont obligés de faire des demandes d'autorisation. Donc,
dans certains pays, la situation est très compliquée. Et donc, j'en discutais particulièrement avec mon homologue belge et qui me disait que il y a deux solutions. Soit il demande des autorisations pour faire un vol en zone peuplée et c'est extrêmement compliqué, chronophage et donc absolument non rentable. Soit ils le font hors réglementation et ils constatent aujourd'hui beaucoup de vols qui sont hors réglementation. Donc, je dirais quelque part, on a de la chance, nous, d'avoir un pays qui a mis en place avec un petit peu d'avance par rapport à d'autres pays, une réglementation destinée aux drones, puisque ça nous permet, pendant toute cette période transitoire, d'avoir quand même un cadre, celui des scénarios, relativement facile à utiliser. Merci beaucoup, Philippe, pour ce complément. Petite dernière question de Valentin Vincent qui nous demande comment adhérer à ces sous-groupes en étant membre de la fédération. Pour cela, vous avez un trombinoscope des différents membres du bureau et du conseil d'administration de la fédération, toujours sur le site. En fonction des thématiques auxquelles vous souhaitez participer, vous avez des coordonnées de chaque responsable de son groupe de travail. Et le mieux, c'est de prendre contact directement avec et s'organiser, proposer vos services et voir comment vous pouvez nous aider à faire évoluer la filière. Si je ne vois pas d'autres questions ou de main levée, je vais en profiter pour vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il aura été instructif et qui vous a permis d'avoir une meilleure lecture, une meilleure compréhension de cette phase de transition. Et pour terminer, je laisse la parole à Baptiste Simoneau, notre président de la Fédération professionnelle du drone civil, de manière à laisser clôturer ce webinaire. Baptiste, si tu es là, je te passe la main. Baptiste, je le vois plus. Il est parti. Oui, on me confirme qu'il est parti. Mais donc, je rallume la caméra. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Oui, Eric, je vois le message d'Eric Fréchet. Donc oui, le webinaire sera disponible sous format vidéo sur le site de la Fédération. J'espère que cela a été utile. Je tenais à remercier la disponibilité de Nicolas Questin et de Philippe Bojadis, qui ont grandement collaboré sur la mise en place de ce webinaire et qui ont donné de leur temps et de leur personne pour présenter, préparer les présentations et participer à cela. Je tenais aussi à remercier évidemment tous les membres de la fédération qui aident quotidiennement qui s'investissent au niveau personnel pour faire évoluer la filière pour tous les acteurs. Et également Fréquence Drone qui nous a proposé donc, de diffuser ce webinaire en direct. Donc un grand merci à tout le monde. Merci à tous les participants d'avoir pris du temps pour nous écouter aussi. Et si Nicolas et Philippe ont peut-être quelque chose à dire, sinon je remercie encore tous. Thierry aussi, si vous avez un petit mot de la fin, sinon on arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous, en tous les cas en ce qui nous concerne. Et s'il y en a qui veulent nous rejoindre encore sur Fréquence Drone, pour encore une petite demi-heure. Nous, on garde l'antenne encore une demi-heure. Voilà. Merci Thierry. Je te laisse un petit mot, Nicolas, et puis Philippe, peut-être. Ouais, merci à tous. J'espère surtout que ça vous aura été utile. Et puis n'hésitez pas à contacter les fédérations, les personnes. Les personnes qualifiées, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de réponses justement sur des questions, d'accompagnement, etc. N'hésitez pas. Il y a plein de gens qui sont là pour vous. Parfait. C'est pour ça qu'en début de présentation, j'avais
j'avais affiché les informations de chaque intervenant, où il y avait aussi les adresses mail qui permettent de prendre contact directement si le besoin se faisait sentir. Un petit dernier mot de Philippe, et puis on clôture le webinaire. Écoutez, je pense qu'on a pu constater encore qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, on aura sans doute l'occasion de se retrouver pour d'autres webinaires sur le sujet de la réglementation européenne. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Je ferme le webinaire et j'espère vous retrouver sur le prochain qui aura lieu dans le mois de juin. On vous tiendra informé par les canaux de communication habituels. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.